Pression militaire indirecte comme il menace avec des déploiements dits temporaires qui, dans la pratique, deviennent permanents. Ces outils, Donald Trump ne les invente pas. Il les hérite d'un siècle de domination américaine, mais il les utilise sans le vernis idéologique qui permettait autrefois à Washington de se présenter comme le garant d'un ordre international fondé sur des règles. La rupture est profonde, non pas parce que les méthodes sont nouvelles, mais parce que la dissimulation a disparu. Pendant des décennies, la puissance américaine s'exerçait par une mécanique graduelle et prévisible. D'abord la pression diplomatique, ensuite les sanctions économiques, puis l'isolement international, et enfin, en dernier recours, l'intervention militaire indirecte. Ce processus laissait toujours une porte de sortie narrative: la démocratie, les droits humains, la stabilité régionale. Trump renverse cette logique. Il commence par l'acte de force, crée une onde de choc, puis contraint ses adversaires à négocier dans un environnement qu'il a lui-même rendu instable. La capture de Nicolás Maduro marque un tournant stratégique majeur. Ce n'est pas simplement une opération spectaculaire visant à neutraliser un chef d'État hostile, c'est un précédent volontairement créé. Trump démontre que même un président en exercice, reconnu par une partie de la communauté internationale, peut être physiquement extrait de son territoire s'il devient un obstacle aux intérêts américains. À partir de cet instant, aucune capitale ne peut plus se réfugier derrière l'illusion de l'inviolabilité souveraine. Le message envoyé est brutal dans sa simplicité. La géographie ne protège plus, les alliances ne garantissent plus l'immunité, et le droit international n'est applicable que tant qu'il coïncide avec les intérêts stratégiques de Washington, le Venezuela aujourd'hui, le Groenland demain, le canal de Panama ensuite. Les lieux changent, la logique demeure. Tout espace essentiel au contrôle des flux énergétiques, commerciaux ou militaires est désormais perçu comme une extension naturelle de la sécurité nationale américaine. C'est précisément à ce stade que l'erreur d'analyse devient dangereuse. Une grande partie des observateurs occidentaux continuent de présenter Trump comme un acteur imprévisible, gouverné par l'instinct et l'impulsivité. Cette lecture rassure car elle suggère que le chaos est accidentel. En réalité, ce chaos est méthodiquement produit. Trump applique une doctrine impériale classique, mais débarrassé de toute contrainte morale ou institutionnelle. Il ne cherche ni consensus ni légitimité, il cherche l'efficacité. La coercition moderne qu'il met en œuvre repose sur trois piliers parfaitement coordonnés. Le premier est la démonstration de force ciblée, une action suffisamment violente pour choquer, mais suffisamment limitée pour éviter une guerre totale. Le second est la pression économique maximale, sanctions, menaces sur les chaînes d'approvisionnement, gel d'actifs, chantage commercial. Le troisième est l'humiliation diplomatique, forcer l'adversaire à négocier publiquement en position de faiblesse, exposer son incapacité à protéger ses propres intérêts. Cette combinaison vise un objectif central: briser la résistance psychologique avant même que la résistance militaire ne devienne nécessaire. Dans cette logique, la peur n'est pas un effet secondaire, elle est l'instrument principal. La crédibilité de la menace compte plus que son exécution répétée. Un seul précédent réussi vaut plus que 10 discours dissuasifs, mais cette stratégie contient en elle-même une contradiction fatale. Plus la coercition devient visible et assumée, plus elle détruit la confiance qui permettait à l'ordre américain de fonctionner sans recours constant à la force. La domination fondée sur l'adhésion se transforme en domination fondée sur la contrainte. Et l'histoire montre que ce type de pouvoir est toujours plus coûteux, plus instable et finalement plus fragile. C'est ce basculement silencieux que révèle la crise actuelle. Lorsque la première puissance mondiale cesse de prétendre qu'elle défend un ordre commun et assume qu'elle impose un ordre unilatéral, chaque crise locale devient un test systémique. Le Groenland n'est donc pas une anomalie. Il est le laboratoire d'une nouvelle phase de confrontation mondiale où la force ne sert plus à préserver l'équilibre existant, mais à le remodeler par la pression permanente. Et c'est précisément pour cette raison que ce chapitre n'est pas seulement l'ouverture d'une analyse. Il est l'avertissement initial d'un cycle historique beaucoup plus large, dans lequel la coercition remplace la persuasion et où l'obéissance fonctionnelle devient le critère ultime des relations internationales. Pendant plus de 75 ans, l'Europe a vécu dans une construction mentale rassurante,
celle d'un partenariat transatlantique équilibré, fondé sur des valeurs communes, une solidarité automatique et une protection militaire garantie. Cette architecture, née des ruines de 1945, a façonné toute la psychologie stratégique européenne. Elle a permis aux États européens de déléguer l'essentiel de leur sécurité à Washington, en échange d'un alignement politique et diplomatique quasi permanent. Mais la crise du Groenland agit comme une déflagration silencieuse. Elle révèle que ce système ne protège plus l'Europe, il l'expose. Pour la première fois depuis la création de l'OTAN, des pays européens déploient des forces non pas pour dissuader une puissance extérieure hostile, mais pour signaler une limite à l'action des États-Unis eux-mêmes. Ce geste est sans précédent dans l'histoire contemporaine occidentale. Il ne s'agit pas d'une manœuvre militaire classique, ni d'un exercice de routine. Il s'agit d'un acte politique majeur, déguisé sous un vocabulaire technique et administratif afin d'en atténuer la portée symbolique. Les effectifs engagés sont volontairement modestes, presque dérisoires d'un point de vue strictement opérationnel. Mais cette modestie est précisément ce qui rend l'acte si lourd de sens. 13 soldats allemands, quelques officiers français, suédois et norvégiens suffisent à établir un principe. Le territoire européen n'est plus automatiquement disponible pour les ambitions stratégiques américaines. Ce n'est pas une démonstration de force, c'est une déclaration d'autonomie. Cette rupture est psychologique avant d'être militaire. Elle marque le moment où les élites européennes cessent de raisonner exclusivement en termes de protection américaine et commencent à intégrer une possibilité jusqu'ici impensable, celle d'un conflit d'intérêts direct avec Washington. Cette simple hypothèse, autrefois taboue, devient désormais un paramètre stratégique réel. Et une fois qu'une idée entre dans le champ du possible, elle cesse d'être marginale. L'erreur fondamentale de Trump a été de croire que l'Europe réagirait comme l'Amérique latine du XXe siècle, par la résignation, la division et la négociation bilatérale sous contrainte. Il n'a pas compris que l'Europe du XXIe siècle dispose d'outils que les pays latino-américains n'avaient même pas: une intégration économique profonde, des institutions communes, une capacité industrielle avancée et surtout des alternatives géopolitiques crédibles. L'Europe n'est pas condamnée à choisir entre soumission et chaos. Elle peut diversifier, temporiser et résister. La réaction européenne n'est donc pas improvisée, même si elle est encore hésitante. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de réarmement intellectuel et stratégique amorcée depuis plusieurs années. La guerre en Ukraine avait déjà ébranlé les certitudes. La crise du Groenland les brise définitivement. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'Europe doit devenir un acteur stratégique autonome, mais à quelle vitesse elle y sera contrainte. Et cette transition sera irréversible. Même si un compromis temporaire est trouvé avec Washington, même si Trump recule tactiquement ou change de ton, la confiance est brisée. Or, en géopolitique, la confiance est un capital non renouvelable. Une fois perdu, il ne se restaure pas par des déclarations, mais par des décennies de comportements cohérents. Le plus inquiétant pour les stratèges américains, c'est que cette prise de conscience européenne intervient à un moment où les États-Unis auraient le plus besoin d'un bloc occidental uni face à la montée en puissance chinoise. En cherchant à imposer son autorité par la contrainte, Washington provoque exactement l'effet inverse. Il accélère l'émancipation stratégique européenne et affaiblit la cohésion de l'Alliance atlantique. La crise du Groenland n'est donc pas un épisode isolé. Elle est le point de bascule où l'Europe cesse d'être un simple prolongement stratégique des États-Unis et commence à redevenir un centre de décision autonome, même au prix de tensions majeures avec son ancien protecteur. Et une fois ce processus enclenché, aucun retour en arrière n'est possible sans une refonte complète de l'ordre transatlantique tel que nous l'avons connu depuis 1945. La stratégie américaine sous Trump ne se limite pas au Groenland ou au Venezuela. Elle s'inscrit dans un schéma beaucoup plus vaste et calculé, le contrôle du triangle stratégique Caracas-Nuuk-Panama. Chaque sommet de ce triangle représente une pièce maîtresse de la logistique mondiale et de l'influence géopolitique, et chacun est choisi avec une précision presque mathématique. Au sud, le Venezuela. La capture de Maduro le 3 janvier 2026 n'était pas un simple coup d'État ciblé, c'était la sécurisation d'une réserve énergétique cruciale.
Le pétrole vénézuélien est vital non seulement pour l'économie régionale, mais également pour maintenir l'influence américaine dans l'hémisphère occidental. Contrôler Caracas, c'est contrôler un réservoir énergétique et une plateforme politique, tout en envoyant un message clair aux nations latino-américaines. La souveraineté nationale a désormais un plafond, et ce plafond est défini par Washington. Au nord, le Groenland. Ici, l'enjeu est à la fois énergétique et stratégique. Sous la glace se cachent 13% des réserves mondiales de pétrole, 30% du gaz naturel et la quasi-totalité des minéraux rares nécessaires à la technologie moderne, lithium, cobalt, terres rares, uranium. Mais l'importance dépasse les ressources. Le Groenland contrôle des routes maritimes émergentes dans l'Arctique, qui réduiront drastiquement les temps de navigation entre l'Europe et l'Asie. Celui qui contrôle le Groenland contrôle l'Arctique, et celui qui contrôle l'Arctique peut surveiller, influencer, voire bloquer une partie significative du commerce mondial. Enfin, au centre, le canal de Panama. Cet axe névralgique relie l'Atlantique au Pacifique et gère une portion majeure du commerce mondial. En consolidant sa présence ici, Washington sécurise un point d'entrée et de sortie essentiel pour toutes les marchandises transitant entre les continents. Le canal est la clé de voûte logistique du triangle et garantit que le contrôle américain s'étend non seulement du nord au sud, mais aussi d'est en ouest. La cohérence de ce plan est glaçante. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas de l'improvisation, c'est l'application d'une logique impériale classique, inversée pour cibler des sphères qui appartenaient historiquement à l'Europe et aux nations latino-américaines. C'est ici que la doctrine Monroe, vieille de 2 siècles, trouve sa réinterprétation extrême. À l'origine, cette doctrine proclamait l'Amérique pour les Américains, visant à exclure l'Europe des affaires de l'hémisphère occidental. Trump la retourne. Désormais, l'Amérique intervient dans des espaces historiquement hors de son contrôle, en Europe et en Amérique latine, pour sécuriser ses propres intérêts stratégiques. L'inversion est totale. Là où Monroe cherchait à défendre l'hémisphère occidental contre une ingérence européenne, Trump cherche à imposer la domination américaine sur l'hémisphère occidental, que cette domination soit acceptée ou non par ses alliés traditionnels. L'Europe, habituée à recevoir protection et directives de Washington, se retrouve soudainement dans le rôle de la nation menacée, et elle réagit avec une rapidité et une unité que Washington n'avait pas anticipées. Mais ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est l'intervention indirecte des autres puissances. La Russie et la Chine, longtemps considérées comme des rivaux périphériques, observent et agissent simultanément. Pékin investit massivement dans l'infrastructure arctique russe, consolidant un corridor économique et logistique alternatif. Moscou, de son côté, signe des accords avec l'Islande pour créer une zone économique spéciale indépendante du système occidental. Pendant que Washington concentre son attention sur le Groenland, ses adversaires construisent silencieusement un système parallèle, affaiblissant le contrôle américain avant même qu'il ne soit pleinement exercé. Ainsi, le triangle Caracas-Nuuk-Panama devient plus qu'un simple dispositif stratégique. Il est le symbole d'une ère où l'impérialisme américain ne peut plus être assuré par la seule puissance militaire. La dépendance économique, la logistique et le contrôle des flux globaux deviennent des leviers tout aussi puissants, et ce que Trump perçoit comme une victoire tactique pourrait très rapidement se transformer en un piège stratégique. Le Groenland, censé être une avancée incontestée, pourrait bien devenir l'épicentre d'une nouvelle configuration mondiale où l'influence américaine est contestée et partagée, voire contournée par d'autres acteurs globaux. Le triangle stratégique n'est donc pas seulement un plan de conquête ou de contrôle, il est l'expression d'un monde où chaque mouvement militaire, chaque initiative diplomatique et chaque investissement économique sont interconnectés. Pour l'instant, Washington frappe fort et attire l'attention. Mais le véritable jeu se déroule dans l'ombre et ses adversaires savent exactement comment transformer l'impulsivité américaine en avantage géopolitique. Alors que les États-Unis déploient leurs forces et accentuent la pression sur le Groenland, la réaction internationale dessine un tableau stratégique qui devrait alarmer tout stratège américain. L'Europe, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, agit de manière coordonnée et proactive, non pas pour soutenir Washington, mais pour se protéger de lui. La Suède, l'Allemagne, la France et la Norvège envoient du personnel militaire au Groenland, non pour conquérir, mais pour défendre.
Le message est limpide. L'Europe ne se contentera plus de recevoir des directives de Washington. Elle exerce désormais sa souveraineté et affirme son autonomie. Les institutions européennes, jusqu'ici perçues comme lentes et bureaucratiques, ont démontré une capacité de réaction rapide. L'Union européenne, les ministres de la Défense et les chefs militaires ont travaillé de concert pour créer une force symbolique mais politiquement décisive. Même des pays traditionnellement prudents, comme l'Allemagne, ont accepté de s'engager militairement, brisant ainsi une longue tradition d'alignement automatique sur les décisions américaines. Cette unité, qui aurait semblé impensable il y a seulement 10 ans, marque une transformation fondamentale de la posture européenne sur la scène mondiale. Pendant ce temps, d'autres acteurs mondiaux observent avec un mélange de calcul et de satisfaction. La Russie, historiquement adversaire de l'hégémonie américaine, déclare officiellement soutenir la souveraineté des nations arctiques et plaide pour le respect du droit international. Pékin adopte une position similaire, affirmant la neutralité tout en consolidant ses investissements en Arctique russe et en préparant des infrastructures alternatives aux routes traditionnelles contrôlées par l'Occident. L'Islande et la Norvège, par leurs actions et leurs accords économiques, montrent qu'elles sont prêtes à redéfinir leurs alliances selon leurs intérêts stratégiques et non selon une fidélité aveugle à Washington. Ce contexte international met les États-Unis dans une position inhabituelle, celle de l'isolement relatif. Trump, en cherchant à imposer sa volonté sur le Groenland, se retrouve confronté à une Europe unie et à des puissances asiatiques et arctiques qui construisent des alternatives économiques et stratégiques. La cohérence du système de domination américaine, fondé sur la peur et la dépendance, est fragilisée. L'effet immédiat est double. D'une part, la perception de force américaine reste intacte, car l'acte initial de coercition est spectaculaire. D'autre part, la capacité réelle de contrôler et de maintenir cette position est mise en doute. L'ironie est cruelle. En cherchant à renforcer sa puissance hémisphérique, Trump affaiblit l'alliance transatlantique et offre à ses rivaux un levier stratégique inédit. Chaque décision unilatérale, chaque menace militaire ou économique pousse l'Europe à diversifier ses partenaires, à renforcer sa coopération interne et à explorer des alternatives hors sphère américaine. Les États-Unis, qui avaient l'habitude de dicter les termes, se trouvent maintenant dans la position de celui qui doit convaincre, menacer ou persuader pour maintenir une influence qui, jusqu'ici, semblait naturelle. Mais ce n'est pas seulement une question d'influence ou de prestige. Ce basculement a des implications directes sur l'économie mondiale, les chaînes logistiques et la sécurité énergétique. L'Europe peut désormais envisager des routes commerciales alternatives, des fournisseurs énergétiques différents et des alliances stratégiques avec la Russie, la Chine ou des nations arctiques, réduisant ainsi sa dépendance historique aux États-Unis. Ce changement est structurel. Il ne peut être inversé par des promesses, des menaces ou des sanctions. L'Europe, par sa réaction au Groenland, inaugure un nouveau chapitre de la géopolitique mondiale, où le monopole américain n'est plus automatique et où l'autonomie stratégique devient une nécessité impérative. En résumé, la crise du Groenland révèle un paradoxe profond. Alors que Washington cherche à asseoir sa puissance globale par la coercition et le contrôle direct, il provoque exactement l'effet inverse. L'Europe se libère de son assujettissement implicite, les puissances asiatiques et arctiques consolident des alternatives, et l'ordre occidental tel que conçu après 1945 entre dans une phase d'incertitude majeure. La pièce maîtresse du Groenland, censée affirmer la puissance américaine, pourrait bien devenir le symbole de son isolement stratégique et de la fin d'une hégémonie que beaucoup croyaient éternelle. La scène est ainsi posée pour les prochains mouvements. Un monde où la force brute ne suffit plus, où la diplomatie traditionnelle est contestée et où chaque acteur global doit désormais calculer ses actions en fonction d'un équilibre multipolaire naissant. Le Groenland n'est pas la fin de l'histoire, il en est le déclencheur.